Élue par 2 voix dans Hall en 1976, Jocelyne Ouellette devient ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement. Elle réalise notamment la réforme et la régionalisation des contrats gouvernementaux. Elle est aussi membre du Conseil du Trésor et des comités du développement économique et de l'aménagement. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, Mme Ouellette. Bonjour. Mme Ouellette, vous avez joint assez tôt et assez jeune le mouvement Souveraineté Association. En fait, je pense que vous avez participé à la fondation du mouvement Souveraineté Association. Oui, bien avant cela, j'étais engagée socialement dans le comté de Hall. Dans ma ville, en fait. Je suis née à Hall. Mes aïeux ont presque cofondé la ville de Hall. Et il y avait plein de choses qui se passaient. Dans ce comté-là, on parlait beaucoup d'expropriation. Les gens étaient nerveux. Sur le plan social, ça se dégradait de plus en plus. Alors, j'ai une amie que j'ai connue qui était étudiante en droit à l'Université d'Ottawa, Odette Lapalme-Boucher, la fille de Georges-Émile Lapalme et son mari, Pierre-Olivier Boucher, qui était étudiant donc en droit à l'Université d'Ottawa. Et ils avaient publié dans le journal de droit une petite annonce à 15 $ qui disait si vous voulez entendre parler de souveraineté, etc. Alors, on leur a téléphoné, mon congé a un mois, et ils sont venus le même soir. Et je pense qu'on a jasé jusqu'aux petites heures du matin. Et c'est eux qui nous ont invités à se joindre à eux la fin de semaine suivante pour aller rencontrer M. Lévesque, qui était sur le point d'annoncer qu'il quittait le Parti libéral. Donc, c'est là que je l'ai rencontré la première fois et qu'il était en train d'écrire un livre qui s'est appelé Option Québec. Vous savez, le gouvernement libéral fédéral avait décidé, même sous Louis Saint-Laurent, d'instaurer un district fédéral dans la région de l'Outaouais en utilisant la rive québécoise de l'Outaouais. Et c'est autour de mai 1969 que, sous l'égide de Jean Marchand, que le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau a décidé d'aller de l'avant et de réaliser à toute fin pratique le rapport Grébert qui avait été commandé dans les années 30, 35. Et du jour au lendemain, voyant que le mouvement nationaliste prenait de l'ampleur, ils ont décidé qu'ils allaient déménager. Au début, on parlait de 19 000 fonctionnaires fédéraux à Hall, et ensuite, on parlait de 30 000. Mais pour déménager ces gens-là et les faire travailler à Hall, il fallait avoir des édifices. On allait les construire où, ces édifices-là? Alors, ils ont décidé de démolir une bonne partie de plusieurs des quartiers de la ville de Hall, ce qu'on a appelé le Vieux Hall et les quartiers environnants. Et ça, c'était un quartier où votre famille habitait? Oui. Je suis issue d'une famille de 11 enfants. Et mes parents, mes grands-parents habitaient ce quartier-là. Donc, 5 000 personnes d'un coup étaient obligés de partir. On démolissait leur maison. Je me souviens que mon père l'avait su autour du mois d'août, l'avant-veille de la rentrée scolaire, là, quand tu as 11 enfants, puis que tu te trouves dans un chalet qui n'est pas hivernisé et que tu reçois une lettre sans plus d'informations, sans plus de consultations, lui disant qu'il n'était plus propriétaire de sa maison depuis le mois de juin. Et on n'était pas les seuls parce que dans notre milieu, c'était des grosses familles, c'était un quartier ouvrier.
Les gens gravitaient autour de l'usine EBAD, l'usine de pâte et papier. Et tout autour du ruisseau de la brasserie, il y avait là des entreprises qui étaient le gagne-pain à toute fin pratique. Les gens gagnaient leur vie là. Et non seulement perdaient-ils leur maison, leur logement, mais également leur gagne-pain. Et au même moment, au mois de mai 1969, Jean Marchand annonçait aussi l'expropriation des terres de Mirabel. Et cette expropriation-là à Hall, là, ça vous a évidemment pris au trip. Vous avez pris fait et cause pour les exproprier. Vous êtes engagé dans l'action politique à fond et avec le Parti québécois qui venait d'être fondé. Oui, tout à fait. Tout à fait. On n'avait pas d'autre choix. De toute façon, tant au fédéral qu'au Québec, c'était le Parti libéral qui menait en roi, si je peux dire. Et on ne consultait pas les gens, on prenait la population pour acquise. Et il n'y avait pas moyen de leur faire entendre raison. Eux autres, ils voulaient installer un district fédéral, style Washington. Les organismes de la région avaient beau leur expliquer qu'on ne pouvait pas se comporter de la sorte. Il n'y avait rien à faire. L'organisation libérale demandait à grands cris que le gouvernement fédéral construise des édifices fédéraux. Hein? Alors, je me souviens que dans un premier temps, on avait prévu la construction d'un édifice en face de l'imprimerie nationale. Alors, on a démoli tout un quartier. Après ça, on a décidé que c'était pas là qu'on allait construire des édifices. Alors, on a déménagé tout ça dans le centre-ville de Hall. Et c'est ça, on s'est retrouvés avec des trous béants et des gens pas de logement. Et comme militante, vous êtes engagée à fond de train aussi avec le Parti québécois. Et là, vous avez bénévolement occupé plusieurs postes de coordination, de permanente même, pour les comtés de la région de l'Outaouais. Oui, bien c'est ça. À l'époque, bon, le Parti québécois n'était pas structuré comme aujourd'hui, c'est sûr. C'était par région. Alors, j'étais coordonnatrice bénévole régionale permanente du Mouvement Souveraineté Association, puis ensuite du Parti québécois. Et ensuite, bon, il y a eu une division par comté. Alors, c'était le comté de Hall, Gatineau, Papineau, Pontiac. Un petit peu de Labelle à l'époque. Et c'est ça, on s'occupait... Là, vous avez bâti l'organisation à ce moment-là? Oui, au tout début, je pense qu'on était... J'ai trop des 5 doigts de la main là, pour dire combien de militants nous étions. Puis une année plus tard, nous étions 1200. Puis ensuite, ça a progressé, ça a progressé, ça a progressé. On tenait des assemblées de cuisine, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On tenait des assemblées publiques. On avait des journaux, des dépliants. Bon, bref, on imprimait tout ça pendant la nuit, puis on distribuait ça aux gens. Et on essayait de trouver des solutions à leurs problèmes immédiats, là. C'était le logement, c'était des emplois. Il fallait qu'ils retrouvent des emplois. C'est une population ouvrière. C'était pas des gens qui avaient été formés pour devenir des fonctionnaires, non? Vous avez travaillé dans ce milieu-là. Comment vous étiez accueillis? Parce que la région de l'Outaouais est reconnue comme étant majoritairement fédéraliste. Ça a été comme ça un temps, oui, parce qu'il y avait pas, on ne proposait pas d'autres options. Alors, mon père était assez connu. Il faisait partie des Chevaliers de Colomb, aidait beaucoup les servantes de Jésus-Marie. C'était des religieuses cloîtrées. Et moi, petite, 8 ans, 9 ans, jusqu'à 13 ans, je me promenais, je faisais du porte-à-porte avec une sœur cloîtrée là, qui pouvait sortir, elle, parce qu'elle quêtait pour nourrir les religieuses. Alors, je l'accompagnais, moi. Et de sorte que quand je me suis présentée, les gens me connaissaient un peu. C'est quand même une société tricotée serrée. Oui, il y avait des fédéralistes parce qu'on ne leur présentait pas autre chose. Mais quand on s'est mis à discuter avec les gens, quand on s'est mis à échanger avec les gens, quand les gens nous ont dit ce qu'ils voulaient et ce qu'ils ne voulaient plus surtout, bien là, à ce moment-là, tranquillement, pas vite, le Parti québécois a pris racine, hein? Espériez-vous devenir député un jour? Pas du tout. C'était pas dans vos ambitions? Ben, pas du tout. Mais pas du tout. Moi, j'étais comme les femmes de ma génération, on était derrière, hein? On était derrière les autres.
J'organisais, je suis plutôt une organisatrice, là, et j'ai jamais rencontré les gens, mais j'ai jamais pensé, moi, à me présenter, pas du tout. On m'aurait dit ça, que j'aurais pris peur. En 70, en 73... Non, en 70, on est allé chercher, on avait un candidat, en 73 également, mais en 76, on m'en a parlé une première fois et non, je cherchais des candidats. Si on revient aux élections de 70, il y avait un homme d'affaires très connu à l'époque, qui est devenu maire de Hull, puis ensuite, plus tard député, Gilles Rochelot. Et vous avez rencontré avec M. Lévesque pour sonder le terrain? Oui, il nous avait demandé de voir M. Lévesque. Alors, on est allé le rencontrer à son restaurant Le Bocage, là, sur la rue principale, un soir. Et il voulait se présenter pour le Parti québécois en 70 dans le comté de Gatineau. Et je me souviens que M. Lévesque lui avait dit, écoutez, c'est pas moi qui désigne les candidats dans la région de l'Outaouais, ni en nulle part ailleurs. Vous devez vous présenter, prendre votre carte de membre, vous faire valoir, faire apprécier par les militants. Et alors, on a jasé avec lui pendant une couple d'heures. Et le lendemain matin, à ma grande surprise, en écoutant la radio de Radio-Canada, j'entends que Gilles Rochelot se présentait pour l'Union nationale dans le comté de Gatineau, alors que la veille, il nous demandait si M. Lévesque voulait bien le désigner comme candidat du Parti québécois dans le comté de Gatineau. C'était assez particulier. Hein. Après l'élection de 70, quelques mois après, il y a eu ce qu'on appelle la crise d'octobre. Et évidemment, les indépendantistes et souverainistes ont été pointés du doigt. Vous-même, vous avez été interrogé, arrêté. Comment ça s'est passé? Ça, c'est une période épouvantable, effrayante. Comme tous les Québécois, on écoutait la télé, on suivait les médias et c'est une période assez bouleversante pour tout le monde. On avait quand même kidnappé un diplomate et un ministre du gouvernement du Québec. On n'avait jamais vu ça. Et le soir de l'annonce de la mort de M. Laporte, on écoutait les nouvelles et j'ai entendu du bruit à côté de la maison. Alors, on regarde par la fenêtre et on découvre qu'il y a plein de policiers chez nos amis. C'était des gens qui venaient de Montréal. On s'était liés d'amitié avec eux. Ils étaient nos voisins. Mais ils n'étaient pas aussi actifs que nous, même s'ils étaient sympathisants. Et mon mari et moi, on s'est regardés et on s'est dit, tiens, s'ils sont chez les Préjean, ils vont bien nous pendre, nous autres, alors qu'on est militants. Et on ne savait pas ce qui nous attendait. Hein? C'était vraiment une crise, une véritable crise. Et se disant ça, la porte de la maison, la porte d'entrée a été fracassée par une mitraillette, par un policier de la Gendarmerie royale du Canada qui portait une mitraillette qui était chargée. Et un jeune, il est accompagné d'un jeune policier de la ville d'Aylmer, unilingue anglophone tous les deux, et aussi d'un policier de la Sûreté du Québec que je connaissais. Alors, quand il m'a aperçu, il était assez mal à l'aise. Je connaissais pourquoi? Parce que quand j'étais jeune étudiante, j'ai travaillé au secrétariat de la Sûreté du Québec à Hull. Alors, je connaissais l'agent Leclerc. Tout le monde le connaissait à Hull. Et là, il était un peu estomaqué de se retrouver chez moi comme ça. Et il y a eu des échanges assez viril entre le type le policier de la Gendarmerie royale du Canada et l'agent Leclerc, qui lui dit, écoutez, j'ai mal à la tête. Moi, je fais des perquisitions depuis ce matin. Vous autres, vous venez d'arriver. Vous avez réussi à avoir votre dîner. Et moi, je la connais, cette dame-là, puis elle est correcte. Puis elle a déjà été secrétaire chez nous quand elle était étudiante. Et alors donc, il me demande d'aller lui chercher un cachet d'aspirine. Et le type de la Gendarmerie royale et sa mitraillette me l'a flanqué dans le ventre et il ne voulait pas que je bouge. Et moi, je m'inquiétais parce que j'avais un petit garçon de 4 ans.
à l'étage et je ne voulais pas qu'il soit réveillé. Mon fils, aujourd'hui, qui a 45 ans, me dit « Je me souviens d'avoir vu apparaître dans ma chambre un policier de la gendarmerie royale avec une mitraillette. » Imaginez, il a eu peur, hein? Et donc, pendant ce temps-là, l'autre policier a mis son dessous à la maison, fouillant dans nos intimités, dans nos sous-vêtements, dans tout ce que vous voulez. Ça a été l'enfer. Monsieur Lévesque avait envoyé par ailleurs, ça me revient, à tous les cadres du parti, les présidents du parti, une lettre où il nous demandait de laisser ça à la vue si jamais il nous arrivait quelque chose, parce qu'on ne savait pas là, ce qui allait advenir. Et dans la lettre, il disait que si il adressait ça au gouvernement fédéral, cette lettre-là, pour ne pas dire à Pierre-Éliott Trudeau, disant que si on touchait au cadre du parti à ce moment-là, c'était une opération éminemment politique et puis il allait devoir répondre de ses actes. Et ça a été ça, notre première soirée. Est-ce que ça a duré quelques jours? C'est-à-dire qu'ils sont partis en disant qu'il allait revenir. Et pendant ce temps-là, il allait faire des perquisitions chez tous ceux qui pouvaient être amis avec nous, nos voisins. Tantôt, c'est quelqu'un qui venait de Québec, un autre tantôt, alors à peu près tout le monde a été visité à peu près au même moment. Au prorata de la population, c'est la région de l'Outaouais qui a connu le plus grand nombre d'arrestations et de perquisitions. Et c'est sûr qu'au bout de 3 mois, on est entré en contact avec nous, nous demandant de passer au poste de la Sûreté du Québec pour aller chercher des choses qu'ils avaient perquisitionnées chez nous. Alors, en ouvrant l'enveloppe, on s'est rendu compte qu'il était parti de chez nous avec le drapeau du Québec, la biographie de Charles de Gaulle et le livre des Nègres blancs d'Amérique de Pierre Vallière. On n'a jamais eu d'excuses, on n'a jamais eu d'explications. On n'a jamais rien eu de tout ça. Un dimanche matin, avant justement cet épisode-là, on allait visiter, mon conjoint et moi, notre parenté à Hull. Nous autres, on demeurait en banlieue de Hull, à Aylmer. Et on a fait face à face, on est arrivé face à face avec un char d'assaut. Imaginez, à Val-Tétro, à Hull, des jeunes jouaient à la guerre, des jeunes militaires jouaient à la guerre, et se promenaient dans les rues de Hull en char d'assaut. Dans le milieu de la rue, il fallait monter sur le trottoir pour pouvoir les éviter. Et il y avait des gens avec des mitraillettes sur les toits du garage d'Hydro-Québec à Val-Tétro. Il faut le faire, là. On ne pouvait pas se tourner. On avait une mitraillette dans le dos. C'était l'enfer. Mais jamais d'excuses. Jamais d'explication. Est-ce qu'il y a eu des conséquences dans le temps pour vos proches, vos militants? Oui, il y a des gens plus âgés qui ont fait des dépressions. J'ai une voisine qui venait de subir une intervention chirurgicale assez importante avec ses 4 enfants. Son mari, elle a eu de la difficulté à s'en remettre. Elle était plus peureuse, elle voulait plus demeurer seule dans la maison. Ça a créé des problèmes psychologiques assez importants. C'est sûr qu'à ce moment-là, le nombre de militants a baissé considérablement parce que les gens avaient peur de se présenter à une assemblée publique parce qu'ils ne savaient pas ce qui leur pendait au bout du nez, là. Ça a créé un choc assez important. Et pour l'organisation du Parti québécois, dont vous étiez la permanente, là, ça a pris combien de temps à remettre ça sur pied? Ça a pris jusqu'en 1972, un bon 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, là, avant que les gens se disent là, ils nous auront pas, et puis c'est pas vrai qu'on va vivre dans la peur et dans la crainte. C'était plutôt les personnes plus âgées, je dirais, qui ont trouvé ça dur. Ceux qui ont connu la guerre, par exemple. Moi, j'étais plus jeune. Je peux vous dire que ce que ça m'a apporté, c'est qu'après ça, moi, j'avais plus jamais peur de rien. Il n'y a plus rien qui me faisait peur. On a eu tellement peur. On était tellement nerveux. Tellement inquiet
Après ça, moi, il n'y a plus jamais rien qui m'a fait peur. Mais les personnes plus âgées, il y en a qui se sont sauvées dans les Laurentides alors qu'il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Il y avait une carte de membre. Mon père était venu par ailleurs. Mon père était venu me voir avant cet événement-là, là, ce fameux soir là, où il amenait tout le monde en prison, pour me dire, veux-tu que j'apporte la liste des membres du Parti québécois? Il y a eu cette présence d'esprit de dire, veux-tu que je prenne la liste des membres du Parti québécois et que je la cache? C'est la seule chose qu'on a fait, là. Pour essayer de faire en sorte que les gens ne soient pas perquisitionnés ou emprisonnés à leur tour. Vous-même, avez-vous été emprisonné? C'est-à-dire qu'ils nous ont demandé, mon conjoint était parti, ils m'ont demandé de passer à la Sûreté du Québec et là, on m'a amené, moi je pensais que c'était pour aller chercher ce qui avait amené de chez nous, là. Là, on m'a amené au centre de détention. D'ailleurs, c'est la première chose que j'ai faite. Quand je suis devenue ministre des Travaux publics, j'ai fait agrandir et rénover le centre de détention de Hull. Vous êtes resté longtemps? Non, pas vraiment. Bien, en fait, Alice Parizeau, intervenant, et Monseigneur Charbonneau, intervenant. Il y en a qui sont restés beaucoup plus longtemps que moi, là, comme 30 jours. Là. C'est quelque chose, pas de contact, pas d'avocat. Pour votre part, ça a été plus court que ça. Oui, c'est ça. Mais c'est une période qu'on souhaite oublier, tellement ça a été dur. Mais je pense que c'est parce que j'étais jeune. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que j'aurais la même réaction. Mais on était dans l'action, puis il fallait aider les autres à s'en sortir, puis aller visiter aussi les parents, les grands-parents, les enfants dont les parents étaient en prison. Et qui ne savaient pas du tout ce qui advenait de leur père ou de leur mère. Et pourquoi est-ce que mon père est en prison? Et pourquoi est-ce que ma mère est en prison? Des jeunes ne comprennent pas ça, là. Nous avons dû, mon conjoint, mon fils et moi, déménager de là où on était parce que des voisins moins bien éclairés ne voulaient pas que leurs enfants jouent avec mon fils de 4 ans parce qu'ils disaient que c'était ses parents qui avaient tué Pierre Laporte. Ça allait jusque-là. Et devant la maison, c'était inscrit « Kill all those separatists » et c'était assez difficile. Alors, on a décidé de vendre la maison et d'aller demeurer ailleurs, comme plusieurs autres l'ont fait d'ailleurs. Cet épisode-là terminé, on avance dans le temps. En 1973, vous avez participé à la rédaction d'un document, d'une recherche sur l'intégration des fonctionnaires fédéraux dans la fonction publique québécoise. Dans la perspective d'un Québec souverain, effectivement, ouais. Parce qu'il y avait là beaucoup de fonctionnaires fédéraux. Hein? On avait démoli des maisons, des commerces, des industries, et c'était amené un tas de fonctionnaires fédéraux. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le Parti québécois a pris de l'ampleur avec l'arrivée de fonctionnaires fédéraux aussi, des gens qui venaient de l'Abitibi, du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, de Montréal, d'un peu partout, qui s'amenaient au gouvernement fédéral comme fonctionnaires et qui arrivaient fédéralistes. Et au bout d'un an, il fallait les tenir parce qu'ils ne voulaient plus rien savoir. Hein? Ils étaient au centre du système, mais ils ont compris par la force des choses souvent combien le Québec était dévalorisé, défavorisé par rapport aux autres provinces. Et donc, le Parti québécois, bon nombre de ces gens-là nous ont aidés à le faire progresser. Et quel était l'objectif de cette étude-là? Alors, cette étude-là visait justement à démontrer que dans la perspective d'un Québec souverain, les ministères que le Québec aurait à créer. Et on a calculé, tête de pipe par tête de pipe, chacun des ministères, chacun des fonctionnaires qui travaillaient pour le fédéral, combien de ces personnes pouvaient venir travailler dans un Québec souverain, dans un pays.
C'est important pour la région d'Outaouais de travailler. Et à cet égard-là, M. Parizeau, Jacques Parizeau, qui venait très, très, très souvent dans la région d'Outaouais, nous donner un coup de main, a été un pédagogue extraordinaire, nous a aidé à monter ce dossier-là, à l'actualiser et à le chiffrer surtout. Alors, on avait des économistes qui travaillaient avec nous, qui n'étaient pas nécessairement des fonctionnaires fédéraux. Parce que les fonctionnaires fédéraux dans l'Outaouais, c'était des cadres intermédiaires. Hein? Je pense qu'il y avait juste un sous-ministre de langue française qui venait du Québec. Et ce rapport-là a eu des suites? Bien, certainement, parce qu'en 1976, ça a été le document que le Parti québécois a présenté la veille des élections. Vous avez, après ça, après l'élection de 1973, siégé à l'exécutif national du Parti québécois. En préparation des élections de 1976, est-ce que vous avez participé à la stratégie, en fait, à l'organisation pour l'élection de 1976? Ah, bien, c'est sûr. Ben, c'est sûr. Étant donné que j'étais aussi présidente régionale, on s'occupait de l'organisation de tous les comtés. Bien avant ça, on a tenu des colloques. Moi, j'ai tenu, quand j'ai accepté de me présenter, là, j'ai tenu un bureau de comté parallèle. Avant même d'être élu. On appelait ça comme ça, imaginez. Le Parti québécois avait mis à ma disposition un local. Et vu qu'on ne s'occupait pas des gens qui étaient expropriés, vous savez qu'il y a des gens qui ont été expropriés en 72, en 73, en 74, puis ces gens-là avaient poursu leur chèque encore. Ils étaient pour la plupart sur des billets signés à la Banque nationale, et quand ils recevaient leur chèque, ils devaient quasiment tout en intérêt. Parce qu'à l'époque, le Québec, je l'ai fait changer quand je suis arrivée au Conseil du Trésor, là, le Québec ne payait pas d'intérêt quand il devait de l'argent au monde, là. Et il fallait donc essayer d'aider ces gens-là. On continuait à être très proches, hein? C'est plus du travail social qu'autre chose. À aider les gens à se trouver un emploi, à se débrouiller pour aller chercher de l'aide sociale, parce qu'il n'y avait plus de thème d'assurance chômage. Alors, j'ai tenu quasiment un bureau de député parallèle, là, pendant toute cette année-là, précédant les élections. Et à l'exécutif national, on peaufinait notre dossier sur les fonctionnaires fédéraux, l'intégration des fonctionnaires fédéraux, et surtout sur l'intégrité du territoire. Parce que pour nous, ça prenait une dimension extraordinaire. Si on voulait construire une école, si on voulait construire un hôpital ou quelque équipement public que ce soit, il fallait demander la permission au gouvernement fédéral parce qu'il possédait 30 % de notre territoire juste à Hall. Et moi, ça a été le dossier qui m'a le plus animée, le dossier de l'intégrité du territoire, parce que ça décrivait tout ce que je viens de vous dire. Ça touchait les gens dans leur quotidienneté, dans leur vie. Et il fallait rapatrier ce territoire-là de notre côté si on voulait faire quelque chose. C'est ça qui vous a motivé à vous présenter en 1976? Ah oui, absolument. Absolument. J'étais comme tant d'autres, j'étais pas la seule, j'étais le porte-parole, mais j'étais comme tant d'autres, fatiguée de voir le territoire du Québec glisser vers Ottawa sans que jamais personne nous demande la permission. Alors, on était pris dans une espèce de souricière. Et il fallait sortir, il fallait arrêter ça, il fallait arrêter. Alors, c'est vraiment pour la défense de l'intégrité du territoire, c'est ça qui vous a motivé à vous présenter en 1976? Ça a été le gros du dossier, oui. Il fallait reconstruire la ville de Hall, il fallait reconstruire son économie, il fallait reconstruire le tissu social, il fallait s'organiser pour rapatrier notre territoire pour qu'on puisse construire pour les gens de la région et surtout de Hall. Merci beaucoup, Mme Ouellette. Ça fait plaisir.